socio-professionnel. Pourquoi on travaille dans ce secteur-là? Parce que le CEP, je dirais, notre centre de préoccupation, c'est l'humain. Donc, si on veut quelque part résumer tout le travail qu'ils font les CISP, mais en fait, comment développer pas seulement les compétences, je dirais, en termes de savoir et de savoir-faire, mais il y a aussi le savoir en devenir et le savoir, on parle d'immigrer, savoir surtout l'interpeller à son moyen d'adaptation. Voilà, ici, je vais me permettre de vous présenter par rapport à une demande, parce que aujourd'hui, le thème, c'est sur l'immigration et la diversité. Je crois qu'il y a beaucoup de choses de très très positives. Et je retiens le mot de M. Barvet ce matin quand il disait parfois il faut voir, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi je dis que le verre n'est jamais vide, ni à moitié plein, mais à moitié vide. Il est toujours plein parce qu'il y a de l'air. Avec de l'eau, il y a toujours de l'air. Donc nous ici, on vient apporter quelque part une dynamique. On parle de redynamisation de la coopération dans le domaine de la formation professionnelle. Il faut savoir que le secteur ici, le secteur public, notamment ici en région wallonne, l'organisme qui est mandaté, c'est le Forem. Donc c'est le Forem qui s'occupe de la formation et l'emploi. Et il y a vraiment un historique avec le Maroc qu'ils ont travaillé depuis des années. Et à certains moments, il y avait un petit peu le froid, sachant que nous, on est resté fidèles, comme il a dit mon cher ami Takis tout à l'heure, 20 ans qu'on partait au Maroc dans le cadre professionnel, mais moi j'ai quitté le Maroc à l'âge de 20 ans pour venir étudier ici en Belgique. Voilà, on peut commencer. Donc je vous permets de me présenter quand même droit et devoir, parce que on se rencontre parfois sur des thèmes, sur des rencontres, mais j'aimerais bien quand même vous parler un petit peu de cette structure et qui est derrière cette structure. Donc si vous me le permettez, je vais vous dire qui sommes-nous, hein, qui est derrière cette structure, quelle est l'offre de formation, parce qu'on est, déjà il vient de parler de la formation, on fait la formation professionnalisante, mais il y a d'autres formations qu'on fait. Comment on peut améliorer l'employabilité et la promotion de l'entrepreneuriat au sein de droit et devoir. Quelles sont les relations avec les entreprises et en particulier aussi. Quelles sont nos qualités de formation et quelle est la coopération nord-sud. Et même, on pourrait dire nord-nord, maintenant nord-sud et sud-sud. Et là où droit et devoir est actif ici par rapport à le nouveau projet qui a été lancé ici dans le cadre de la 7e édition de la mission mixte, donc avec le partenaire qui est l'OFPPT, donc l'Office de formation professionnelle et la promotion du travail, et avec l'université qadérienne. Et donc je me permettrai de vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, quelles sont ces entreprises derrière, et voilà, on parlera vraiment de cette coopération. Alors, qui sommes-nous? Vas-y. Hein. Donc nous, c'est un centre, en fait, qui se veut un centre de formation pluridisciplinaire, étant donné qu'il y a pas mal de formations et d'activités qu'on organise. Sa gouvernance et son financement, donc le conseil d'administration, voilà, je suis un homme fidèle à mes profs, et un de mes profs est là, et je pense qu'il est resté mon président, et j'étais son élève, j'ai toujours mon président ici. Donc notre conseil d'administration, il est constitué par des professeurs. Il n'y a pas que M. Roche, mais il y a Mme Muriel, juste à côté aussi, professeur à Lyon, qui fait partie aussi du conseil d'administration. Ça, ce qu'il y a aussi, donc voilà. Donc, ça, ce qu'il y a en tant qu'entrepreneur, je disais, et il y a des opérateurs de la formation professionnelle, et notamment un représentant de la société, c'est aussi une ASVR qui s'appelle le CESEP, donc les centres d'éducation permanente pour socialistes qui se trouvent à Nivelles. Quelles sont nos sources de financement? Et comme vous le savez, on fait de la formation, donc, notamment c'est de la formation de public précarisé, éloigné de l'emploi. Donc il y a des appels d'offres par le service public de Wallonie. Donc on répond aux appels d'offres, donc une partie de notre financement, il vient du service public de Wallonie. Il y a aussi, comme vous le savez, on est dans la méthodologie EFT, comme il disait déjà tout à l'heure. Donc nous, on est une entreprise de formation assortie par un travail productif. C'est-à-dire, l'image la plus simple, vous avez une entreprise, au lieu d'avoir que des travailleurs, mais vous allez produire la plus-value pour votre client avec des stagiaires qui sont en formation. Ça veut dire que c'est ça. C'est ça la formation assortie par le travail productif. Donc le manque à gagner, je dirais, dans la subvention de la service public de Wallonie, il est compensé par quoi? Par les produits et services qu'on vend. Je viens de dire tout à l'heure sur ça.
Et alors on travaille aussi avec, en réponse à d'autres appels à projets, donc c'est autre pouvoir public qui intervient dans, je dirais, dans le financement. Vous avez le Fonds social européen, comme vous avez là, par exemple ici on parlait du projet de la WEBI, de la commission, la 7e édition de la commission mixte. Alors, derrière cette structure qui s'appelle droit et devoir, c'est le droit d'enseigner et le devoir, pardon, c'est le droit d'apprendre et le devoir d'enseigner. Et donc nos missions sont quelque part, et je ne vais pas dire qu'ils sont limités, mais on a le focus sur 3 missions qui se regroupent dans le développement durable. Donc on a une mission sociale, une mission environnementale et une mission économique. La mission sociale, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on vient de dire. Donc c'est vraiment encadrer et accompagner les apprenants, les personnes qui sont à la recherche d'une formation. Avoir aussi une réponse solidaire et efficace aux besoins de la population la plus précarisée. Donc ça veut dire que les personnes qui manifestent un besoin pour se former, mais le centre les accueille pour apporter une valeur ajoutée par rapport à leurs compétences en termes de savoir, savoir-faire et le faire savoir et le savoir devenir, comme on dit. Et aussi, on a choisi aussi que toute cette formation, il a un focus qui va vers l'aspect environnemental. Donc la première formation qui date de 1996, elle a 22 ans, mais c'est quoi? C'est la récupération de matériel informatique qui est travaillée par le stagiaire en termes de la remise à niveau en termes de matériel, je dirais, et après, il rajoute tout ce qui est software, donc ça, tout ce qui est logiciel. Et donc, et après, le travail de stagiaire est confronté avec des vrais clients. Ça veut dire qu'on ne va pas produire des ordinateurs et on va les jeter après, on les casse. Non. Tout ordinateur qui est fabriqué, il est fabriqué par un stagiaire et après, il est devant un client et le client, il doit répondre, et que le stagiaire, il doit répondre à l'exigence du client. Et ça, c'est notre partie économique. Donc ça veut dire que le stagiaire qui est venu au départ, qui a besoin des compétences, il a du matériel dans la structure, comme dans une entreprise, c'est la matière première, il produit et après, il vend. Et le retour des clients nous permet à chaque fois d'avancer et aussi avoir des performances en termes de qualité pour avoir notre marché. Parce qu'il faut savoir une entreprise, ou une association, une école, ou un particulier qui achète un ordinateur chez Droit et Devoir, par exemple, mais ils s'en foutent, excusez-moi d'expression, qui est derrière, qui l'a fait. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait du matériel qui fonctionne. Et donc ça, c'est l'exigence. Et c'est une chance qu'on a, c'est qu'on a des formateurs performants derrière. Ce n'est pas lui qui manipule l'ordinateur, mais c'est ses stagiaires, mais lui, il a un rôle d'animateur et de coach qui amène la personne à ces performances-là. Alors, voilà, j'ai lâché le morceau, j'ai dit, on existe depuis 22 ans, donc depuis maintenant 96, il y a 2 ans, on a fêté nos 20 ans avec notre parrain qui est Michel Bougelin. Et on restait toujours dans cette mission qui est comment créer de l'emploi, comment pérenniser l'emploi, comment rendre aussi un service aux citoyens et le rendre malin en termes de consommation, comment consommer malin et jeter moins. Donc ça c'est notre philosophie. Nous avons 3 établissements de formation, donc on a dans l'entité même de Mons, on a une à Mons, on est dans les locaux ici de la faculté, il y a une à Lyon, il y a 4900 mètres carrés, et on a encore un magasin qui se trouve à Frappé, dans lequel il y a aussi l'apprentissage des stagiaires. On a 58 000 heures de formation agréées. En 2007, on a 4 métiers professionnalisants. Comme je disais, donc c'est le premier métier qui a commencé en 1996, c'est assembleur d'ordinateurs. Après, en 2001, on a commencé à professionnaliser le métier de call center, et je salue mon cher Daniel, ici formateur en call center. Et alors après, c'est une rencontre hasardeuse qui a fait du bonheur pour 17 personnes équivalentes temps plein. Et c'est une rencontre avec la société Gallo Metal Recycling. C'est une société cotée en bourse et qui souhaitait s'associer avec Droit et Devoir pour créer une entreprise à finalité sociale qui s'appelle Formarex, dont la gérante elle est là. Alors on a créé cette entreprise et la création a débouché sur aussi une création d'une filière de formation qui s'appelle Valoriste. Ça veut dire les personnes qui se forment en valoriste, on leur a tracé un parcours d'insertion
comme finalité. La finalité, c'est l'emploi durable et de qualité. La quatrième, je dirais, métier qu'on a instauré, au départ, c'était vraiment pour moi, c'était un rêve, mais avec les collègues, on a pu le réaliser. En 2011, on était associés dans un projet européen. Ils m'ont dit, voilà, on va commencer à monter les imprimantes 3D et former des personnes peu qualifiées dans le métier de l'impression 3D. Je vous le jure, le soir même, je n'ai pas cru mes yeux, j'ai dit, toi, on va former en impression 3D. C'est quoi cette histoire-là? J'étais en impression papier, donc sur le plan, mais comment en 3D? Donc, on s'est rendu en France à Puy, et alors on commence à expliquer. Ils m'ont dit, Samawi, est-ce que vous êtes partant pour ce projet-là? J'ai dit, est-ce que vous portez ce défi-là? On a dit, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous manque à Mons? On a toutes les possibilités. On a des hommes, on a des femmes, on a de l'intelligence collective, on a de la bonne volonté. Qu'est-ce qu'il nous manquerait pour ne pas monter, pour ne pas soulever le défi? Je suis venu avec une équipe enthousiaste et leur proposer le projet. Ce qui est très intéressant dans une équipe, c'est que vous avez une équipe flexible et qui peut aussi s'adapter à toutes circonstances. Et ça, c'est vraiment le bonheur de travailler. Quand vous avez une équipe flexible avec qui le problème, une fois décomposé, il devient un petit problème, ou même on cherchera la solution avant même qu'il y ait un problème, mais c'est le bonheur de travailler. Et là, tout le travail qu'on ne sait pas faire, nous, on a la chance qu'on se trouve aussi dans cette entité, et comme je disais tout à l'heure, on a un conseil d'administration aussi des personnes académiques de la faculté. La porte de la faculté est à côté. On arrive, M. Valderrama, en microélectronique, on dit, voilà, on a un challenge. Pas de problème, on va faire une pédagogie entre filleul-titeur et on va monter les imprimantes 3D. Je vous assure qu'au Mandanium, quand on a fait la conférence de presse et on a montré qu'on pouvait imprimer un rein et qu'une personne était transplantée d'un rein, alors que 90% des personnes, ils attendent encore des greffes et il y a une solution pour demain, les journalistes n'ont pas cru. Ils m'ont dit, est-ce que vous imprimez? J'ai dit, on n'imprime pas le rein, mais on imprime en plastique. Donc ils sont venus ici au labo, ils ont vu l'impression de nos stagiaires et ils étaient vraiment impressionnés, je vous assure. Voilà. Okay. Alors voilà un petit peu l'image du droit et du devoir. Il veut être jeune et innovante, donc rien qui nous fait peur, sincèrement. On est devant toutes les, je dirais, tous les défis, tous les challenges. On a nos limites, effectivement, mais avec la solidarité qu'on a et avec les partenaires qu'on a, ça nous permet toujours d'aller de l'avant et franchir les grandes difficultés. Donc voilà, je ne vais pas rentrer en détail avec toutes les formations qu'on fait. Vous voyez un peu le croissant, c'est une multitude de formations qu'on donne. Ici, je parlais que les 4 formations professionnalisantes, mais il y a énormément d'appels à projets dans lesquels on participe et on n'a pas de gêne par rapport à ça. Alors, l'amélioration de l'employabilité de nos stagiaires, effectivement, donc, avec l'IFAPME, donc c'est un institut de formation en alternance ici je dirais en Wallonie, qui travaille avec une autre pédagogie, donc l'alternance, ils travaillent avec les jeunes, mais ils ont aussi des formations qualifiantes. Et avec eux, on a dit, on ne va pas rester sur l'attente qu'un employeur va engager un de nos stagiaires, mais pourquoi pas créer l'entrepreneuriat. Et Dieu merci qu'on dit que nos jeunes, après leur parcours de formation qui est de 18 mois, ils ont un module de 189 heures sur la gestion, ils ont un accès à la gestion et ils créent leur propre entreprise. D'ailleurs, ce serait intéressant pour mes collègues qu'on va aller voir toutes les entreprises qui ont été créées, qui sont passées par droit et devoir et aujourd'hui sont des concurrents cachés, mais pour nous, c'est pas, comme tu disais, Taki, c'est pas des concurrents, mais c'est des confrères. Alors ici, on a une autre formation qui est le Excel 7. Donc, vous le savez, on parlait comme Khadija le présentait tout à l'heure. Donc, avant de travailler sur une insertion professionnelle, avant de travailler sur l'insertion professionnelle, il faut travailler d'abord sur l'insertion sociale. On a eu de la chance avec la coordinatrice pédagogique ici à Anna-Maria, qu'on a dit, tiens, mais on a la formation technique, mais il faut quand même aller voir plus dans la personnalité des personnes. Et on a eu de la chance de suivre des cours de coaching et surtout une formation en neurocognitivisme et comportemental. Et on a développé notre propre méthode
qu'on a d'ailleurs exposé dans différents séminaires, et qu'il y avait, je dirais, un avis favorable par rapport aux résultats. Donc si le 4D.1, je ne vais pas rentrer dans le détail pour vous dire quoi les 4D.1, mais je vais quand même dire que derrière chaque D, c'est quoi. La première D, c'est quand vous allez chez le médecin, c'est le diagnostic. Et le diagnostic, nous, on a pris dans la culture, même si une personne malade, quand même, il ne faut pas dramatiser la situation. Donc, dédramatiser, le deuxième D. Troisième, une fois qu'on sait, après le diagnostic, qu'on n'a pas dédramatisé, mais qu'est-ce qu'on va développer? On a le diagnostic, on a rassuré la personne, qu'est-ce qu'on va développer avec la personne? Et c'est son choix. Mais une fois qu'elle choisit, mais ce qui est le plus dur dans le parcours, c'est le côté décision. Parce que la décision, c'est tout un process, et c'est très complexe. Parce que je peux être en coaching, coacher quelqu'un pendant un certain moment, mais s'il ne prend pas la décision, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, pour des gens qui vont aller par exemple chez des thérapeutes ou chez des coachs, mais ils augmentent les séances tant que le coach n'a pas entendu que la personne a pris une décision pour entreprendre, il ne va rien faire. Il va l'appeler pour venir encore une autre fois. Je dirais le process de décision est très très important. Mais une fois que la décision est faite, il ne faut pas laisser la personne dans la nature. Donc il y a un plan d'action. Et donc le A, c'est comment arriver à mettre la personne à l'action. Et donc il dit action, dit chercher sa motivation, chercher sa personnalité. Il y a toute une recherche en profondeur. Je ne vais pas l'étaler, mais ceux et celles qui sont intéressés, on peut offrir cette formation avec plaisir. Alors les prestations d'entreprise, comme je viens de le dire, comme une partie de la subvention qui vient du service public de Wallonie et d'autres comme le Fonds social européen ou comme la VBI, il y a tout un travail que nos formateurs, avec les stagiaires, réalisent. Et alors on organise, donc c'est d'autres sources de financement. Donc soit il y a des formations spécifiques, il y a des gens qui nous demandent pour dispenser des formations. On a des ventes de matériel informatique, donc je salue tout le monde ici et dire n'hésitez pas à puiser le maximum de notre matériel informatique. C'est un matériel de qualité. On fait des contrats de maintenance et on n'a pas de gêne, comme je le disais tout à l'heure. On travaille dans le milieu associatif, on travaille avec les grandes entreprises et on travaille aussi avec le particulier. Et je vous jure, quand vous passez le magasin, vous avez le sourire de milieu. Vous pouvez avoir tout le matériel. Il pratique vraiment la culture à la marocaine et vous avez toujours, il diminue toujours le prix. Voilà. Donc il y a aussi la mise en stage des stagiaires. Il y a un service de call center, donc on a des téléopératrices et téléopérateurs qui sont formés. Donc on a des contrats avec des entreprises externes, et alors c'est eux qui font soit des appels entrants, soit des appels sortants, donc un call center. Mais ça, c'est toujours dans la logique de la formation. Donc c'est la formation assortie par un travail productif. On a un service d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Comme vous le savez même, ça paraît parfois un peu... allez, on parle de déchets, mais maintenant, vous savez, le plan wallon actuellement, on ne parle plus de déchets, on parle de déchets ressources. Hein. Donc quand on parle de service d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques, je peux vous dire que ce n'est pas des déchets, mais c'est des sources, parce qu'il y a de la matière première derrière, matière première secondaire. Alors on a aussi un service d'effacement de données, comme vous le savez, quand on va se présenter par exemple chez Belfus ou bien la BNP Paribas, ou bien la gendarmerie, ou bien même le CPF de la ville de Mons, et qu'on va récupérer tout le parc informatique. Vous savez bien qu'il y a plein de données, donc il faut leur donner une attestation pour garantir que toutes les données sont effacées. Donc on fait ça aussi. Alors les prestations en particulier, hein, donc, aussi on a la formation, donc il y a tous les demandeurs d'emploi, comme il disait Anna-Maria, je dis tiens, on forme pour les formations spécifiques, il dit moi je forme les demandeurs d'emploi d'une manière gratuite. Donc voilà, il y a tous les demandeurs d'emploi, la formation est gratuite. On a les ateliers de vacances pour les enfants, parce qu'on travaille aussi, comme on parle de développement durable, il faut quand même penser à la génération future. La génération future, il ne faut pas que l'enfant arrive à, je dirais, au niveau secondaire, qu'on va l'initier par exemple à l'impression 3D. Je vous assure que nos ateliers ici, avec des enfants, des jeunes, mais c'est impressionnant le travail qu'ils le font, mais grâce aussi à un formateur, ils les piègent toujours, ils sont en train de jouer, mais une fois qu'ils ont terminé le jeu, ils ont imprimé leurs produits, ils sont vraiment scotchés devant leurs produits. Voilà. Alors il y a la vente d'électroménager de seconde main, donc tout ce qui est équipement électrique et électronique.
Comment on récupère ça? On n'est pas pour le gaspillage. Comme je disais tout à l'heure, il faut consommer malin et jeter moins. Donc tout l'équipement qu'on récupère, donc il est vraiment reconditionné par nos stagiaires et après il est mis en vente, soit en présentiel dans nos magasins, soit via le net. Alors le dernier projet, comme on est une ASBL, on travaille aussi pour la collectivité, pour la ville, on était l'initiateur d'un projet qui s'appelle Recytrol. À un certain moment, ici à la ville de Mons, ils se posaient un problème, qui va collecter les encombrants? Ils ont trouvé vraiment une difficulté. On a mis des recyparcs un peu partout pour que les personnes qui ont des encombrants qui ne savent pas quoi faire, donc ils doivent l'éliminer. Quelqu'un, par exemple, ça arrive, il y a des parents, il y a leurs enfants qui héritent une maison, mais il y a tout le mobilier, mais ils ne savent rien faire avec, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le jeter dans une décharge, ça ne va pas. Et alors la difficulté qu'on a rencontrée, même les gens qu'il y a des recyparcs, mais les personnes n'ont pas tous des moyens de locomotion, donc ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas parfois une remorque pour prendre le produit. Donc ici on a fait un deal avec la ville de Mons, on a dit mais voilà, on va travailler sur un projet gagnant-gagnant, dans lequel on peut mettre aussi autour l'intercommunal IGA, l'intercommunal qui collecte les déchets en général, et le CPS de Mons. Et comme je disais, on a un call center, donc les gens nous appellent, on dit s'ils ont 30% de réutilisables, des produits réutilisables, et c'est ça l'aspect économique qu'on récupère. Si vous avez 30% de vos encombrants qu'on pourrait vendre, mais on va faire le service logistique gratuit. Si vous n'avez pas, vous payez, mais vous payez de manière dégressive. Donc soit vous avez les moyens, parce qu'on ne voulait pas non plus favoriser les gens qui ont les moyens et laisser les pensionnés et les personnes qui sont précarisées. Donc on a mis un tarif, je dirais, dégressif. Et alors aussi on vend du bois. Parce que comme vous le savez, il y a énormément de palettes qui se jettent, mais nos stagiaires ils sont créatifs avec les palettes, on fait des produits. Mais quand on fait des produits, par exemple de mobilier, il y a toujours des déchets à partir des palettes. Et cela, on transforme aussi au bois d'allumage. Et il n'y a rien qui se perd, tout se transforme, c'est la loi de Lavoisier, dans un circuit fermé d'endroit et de droit. Voilà. Alors la qualité de la formation est une priorité absolue. Là, c'est vrai, parce que on a tous les labels, on a le label comme on est orienté environnement, donc on a le label ISO 14001, donc ça c'est le label international. On a aussi le label européen qui est EMAS. Le label EMAS n'est pas seulement sur les procédures, parce que dans l'ISO 14001, on peut montrer qu'on respecte les procédures et ça marche. On peut respecter les procédures, mais ça marche. Mais en termes de EMAS, non. Vous respectez les procédures, mais vous devez chaque année avoir des performances. Et ça, c'est la chance qu'on a eue. On a reçu, comme ça c'est tombé du ciel, un jour on a reçu un courrier de la Commission européenne, comme quoi on était félicité. On est la seule structure qui a pu garder la certification EMAS au moins pour 10 ans. Donc, voilà. Alors, par rapport à tous nos produits magasins, donc on a le label RECAP, et c'est un label régional qui donne la garantie à tout citoyen qui rentre dans un magasin de seconde main que cette structure-là, il respecte les 120 normes de qualité. Et parmi les normes, ça veut dire que le produit que vous trouvez dans ce magasin-là, il coûte le 1/3 du prix du neuf. Et donc voilà, avec ce label-là, mais ce label-là, on peut l'avoir seulement si on a nos stagiaires qui sont aussi performants. Donc ça aussi, c'est une crédibilité, je dirais, de la qualité de la formation qui est assurée. Voilà. Alors ça c'est nos distinctions, hein. Donc, en 2002 on a eu le prix Roger Walternote comme entreprise d'économie sociale confirmée. En 2004 on a eu le prix Mercure, donc le prix Mercure de la ville de Mons comme commerce d'économie sociale. En 2004 on a eu le prix de la Sauerexon. En 2005 on était élu ambassadeur, je l'espère en tout cas pour notre consul général, ambassadeur du Royaume du Maroc. Moi, j'étais ambassadeur d'économie sociale en 2005, c'est très très bien. Alors, et en 2007, comme entreprise innovante et de développement durable par la Jeune Chambre internationale. Et en 2010, on a eu le prix belge de l'énergie et de l'environnement. Et alors, le dernier, c'est ce que je viens de dire, c'est la Commission européenne qui me félicite pour le maintien de
je dirais, de notre label EMAS. Voilà. Alors là, j'ai terminé avec droit et devoir. Si vous avez d'autres questions, on en parlera tout à l'heure. Maintenant, je vais parler de nos partenaires. Qui est derrière l'OFPPT? L'OFPPT, donc là, les chiffres, tenez-vous bien droit. Hein, donc, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Hein, donc, c'est autre chose. Donc là, c'est un établissement privé doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Donc, sa gouvernance et son financement, le conseil d'administration, il y a des représentants de l'État, il y a des employeurs, il y a des syndicats. Alors, leur source de financement, eux, ils reçoivent de l'argent de tout ce qui est taxe de la formation professionnelle. Alors aussi, ils ont des ressources propres, donc ils doivent aussi se battre pour aller chercher de l'argent, et ils ont aussi des subventions de l'État. Donc ici, on travaille avec l'équivalent de Forum en Wallonie, d'Actiris à Bruxelles et de VDAB, je pense, en Flandre. Donc ça, c'est l'équivalent au Maroc. Alors aussi, eux, leur mission principale, c'est quoi? C'est satisfaire les besoins en ressources humaines qualifiées au profit des opérateurs économiques et contribuer à l'amélioration de la compétitivité. Étant donné là, quasiment, à part le secteur privé, il y a l'enseignement et il y a l'OFPPT. Et donc, tout je dirais le pôle économique du pays, elle est basée sur ces personnes-là qui sortent de ce centre-là. Alors, la deuxième mission, c'est assurer le perfectionnement des salariés pour appuyer l'essor des entreprises. Il faut savoir, et on parle justement, Takis nous a fait vraiment un exposé sur les possibilités d'investissement, même si on dit qu'on va délocaliser, et si les personnes vont arriver au Maroc, même si on dit que le coût est moins cher, les gens ne parlent pas par coût, ils veulent la qualité du travail. Il y a des entreprises qui partent, par exemple, le Maroc, mais s'ils ne trouvent pas que les personnes sont bien formées, ce n'est pas la peine, il va plier bagage, il va partir dans un autre pays dans lequel il y a la qualité du travail. Parce que le client va sanctionner, je dirais, en termes de qualité. Donc ils sont aussi dans ce travail-là, donc comment assurer le perfectionnement aussi des ressources humaines. Favoriser l'employabilité des jeunes, parce que, comment on va présenter un peu les chiffres, mais qu'il y a des jeunes et qu'on forme pour que les jeunes soient au chômage, ce n'est pas une solution non plus. Donc ils essayent aussi de travailler sur l'employabilité. Et tout à l'heure, notre ami Takis, il a parlé sur un projet qui était destiné aux femmes, par exemple le projet Ajlik, c'est l'entrepreneuriat féminin, mais il n'y a pas que le féminin, il y a aussi, je pense qu'il y a pas mal de structures qui travaillent au Maroc aussi pour développer l'entrepreneuriat dans le sens le plus large. Oui. Alors c'est là que je dis, regardez en termes de droit et devoir, c'était 54 000 heures, là on parle 544 000 places pédagogiques en 2017-2018. Vous imaginez, donc la ville de Mons qui va à l'école, tout simplement. Il y a 320 métiers, dont 103 formations qualifiantes. Il y a 356 établissements de formation à travers le royaume, donc de Tanger à Dakhla, donc il y a des centres partout. Alors il y a 90% du dispositif public et privé, il y a 10 578 collaborateurs, dont environ 8 500 formateurs. Ils travaillent avec aussi les vacataires, il y a 3 800 vacataires, 3 500, et 11 directions régionales. Donc ici aussi, l'Office est en train je dirais, migrer aussi, comme en Belgique. Donc la régionalisation de la Belgique a apporté, je dirais, des solutions. Mais au Maroc, on passe aussi à la régionalisation. Il y a 12 régions maintenant au Maroc. Et il y a toute une réflexion qui s'oppose ici à l'Office pour aussi migrer vers cette régionalisation. Alors, ils ont des offres de formation. Je ne vais pas aller dans tout le détail. Donc, il y a 320 métiers dans les différents secteurs. Donc, ils vont de l'industrie vers le tourisme. Donc, toutes les métiers sont demandés. Il y a aussi, ce qui est étonnant, hein, mais vous voyez l'évolution de la capacité d'accueil. Ils ont passé à presque à
de 824% depuis 2002. Étant donné que le taux démographique, et tout à l'heure on parlait, je dirais, par rapport à l'immigration, mais c'est quand on parle de l'immigration et qu'on ne tient pas sur l'évolution démographique dans le monde, mais on reste parfois, je dirais, c'est réducteur comme vision. Par contre, ici, aussi, le taux démographique au Maroc qui s'élève, donc les jeunes, ils ont besoin de formation, ce qui fait qu'il y a une augmentation aussi du nombre qui est justifiée. Alors, l'amélioration de l'employabilité et la promotion de l'entrepreneuriat, c'est comme, voilà. Donc, il y a aussi un programme d'appui à la création de l'entreprise, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, il essaye de développer au maximum, je dirais cette approche de l'entrepreneuriat. Donc, ils ont formé 16 060 là. Ils ont créé quand même 2489 entreprises, c'est pas négligeable. Prestations en entreprise, comme on dit que ils doivent aussi chercher les fonds, ils n'ont pas que les fonds de l'État, donc ils doivent aussi faire des prestations privées. Donc ils font aussi des formations spécifiques, ils ont des formations inter-entreprises, il y a aussi le conseil dans le recrutement et ainsi de suite. Ça, c'est tous des services qui sont offerts pour l'entreprise. La qualité de formation, eux aussi, ils tendent vers des labels de qualité. Donc ils ont le cercle de Dunning dans la qualité, si vous voulez, donc la mise à jour de l'ingénierie de la formation, la professionnalisation des corps formateurs. On ne peut pas évoluer dans la formation si on ne prête pas attention aux corps enseignants, en tout cas en termes de formation. La poursuite de la démarche de certification, étant donné que le nombre augmente dans les centres, il y a une obligation de s'orienter vers les procédures, parce que c'est impossible d'assurer une formation de qualité si chacun il commence à rêver d'un modèle et le lendemain il va l'appliquer alors que son voisin n'est pas au courant. Donc il faut absolument qu'il y ait une vision transversale sur les procédures pour les appliquer et surtout c'est le post-formation, parce que c'est ça qu'on est évalué. Il y a autant d'entrées en formation, il y a autant de sorties qu'il est le devenir de ces personnes-là. Et d'ailleurs, ça c'est une réflexion qui est en Maroc, et ça c'est quelque chose que nous, on a importé du Maroc vers la Belgique, c'est pour ça que je dirais le travail avec l'échange comme ça au niveau international est intéressant. Il se positionne plus maintenant sur la question du savoir en devenir que le savoir-faire et le savoir-être, et ainsi de suite. Parce qu'ils disent que le plus important pour le jeune, c'est qu'il a une vision et qu'il doit constituer sa vision de formation professionnelle avant même qu'il rentre dans un centre de formation, ou même avant qu'il rentre même à l'université. Voilà, donc on parlait de la certification, donc ils ont 23 établissements qui sont certifiés ISO 9001, et alors 4 qui sont en certification aussi ISO 26000, donc ça c'est par rapport à la formation, et ils ont certifié 61 608 stagiaires qui sont certifiés. Et alors il faut savoir aussi, l'OFPPT aujourd'hui, il ne reste pas au Maroc, ils ont aussi des compétences qui s'exportent, et notamment, je crois que cette année ou l'année prochaine, ils se présentent dans le World Skills avec les stagiaires du Maroc qui participent dans la compétition mondiale. Donc là aussi, ils ont des distinctions des stagiaires aux manifestations internationales, voilà on parle. Donc au niveau de la qualité, ils ont pris le prix national de la qualité, le prix de la meilleure académie Cisco en Afrique du Nord. Donc il faut savoir aussi que les entreprises privées sont très très présentes, comme par Cisco, Microsoft et ainsi de suite. Et alors, plus intéressant pour ces entreprises, étant donné que les stagiaires sont formés par rapport à ces produits-là, nécessairement les entreprises vont investir dans ces produits-là. Et donc, c'est donnant-donnant. Donc, il y a des entreprises qui parfois ils offrent même des équipements gratuits dans les centres de formation, mais le retour, ils le trouvent dans l'entreprise parce que les jeunes sont formés sur leur machine, quelque part, leur produit. Alors là, on arrive au vif du sujet. Mais qu'est-ce qui m'amène de vous parler de toutes ces histoires-là de droit et devoir? Voilà. Donc ici, lors de l'appel à projet qui était fait ici par Wallonie-Bruxelles International, on a rentré un projet en partenariat avec le Forum. Et nous, petite structure, peut-être en physique, mais peut-être on pourrait, comme quelqu'un lui a dit, sois humble, il dit je suis le meilleur. Non, c'est pas vrai du tout, mais
Voilà. Donc avec l'expertise qu'on a ici, l'idée c'est on n'arrive pas, comme il a dit Madame Fatiha Sali, on n'arrive pas au Maroc avec des sabots et on dit on est les maîtres du monde. L'idée c'est d'apprendre et savoir quel est l'échange qui peut être intéressant dans les deux sens. Et l'apprentissage est mutuel. Et donc il y avait un diagnostic qui était fait sur 16 filières de formation qui se donnent maintenant au Maroc. Et alors nous on est arrivé juste pour un complément de dire tiens par rapport à ces filières, est-ce qu'il y a moyen de les verdir celles-là? C'est-à-dire les verdir qu'ils doivent être respectueux de l'environnement. Et donc il découle de ça qu'on va travailler prochainement sur 24 métiers verts. Donc ça c'est avec l'Office de formation professionnelle et la promotion de travail. Donc il y a un diagnostic qui est fait, de dire tiens par rapport aux filières de formation, est-ce que vous tenez compte sur l'aspect, on parle social c'est sûr, économique c'est certain, mais aspect environnemental. Et alors là il y a des questions, notamment un bête exemple, par exemple, on parle du tri des déchets. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Tout à l'heure, Takis, il a parlé sur les décharges, mais voilà, par exemple, il y a tout un travail à faire sur toutes les décharges qui sont sauvages et que la majorité, je dirais, des déchets qui se trouvent dans les décharges, ce sont de type organique. Donc il y a moyen, il y a moyen de faire du compostage, il y a moyen de faire du biogaz et ainsi de suite. D'ailleurs, la prochaine mission qu'on aura au Maroc, regardez, Takis, on amène aussi des Belges au Maroc. Hein. Donc on part avec la société Ménard, parce que l'Office, il était vraiment intéressé à leur, je dirais, dispositif du compostage. Il trouvait que c'était très très intéressant. Et lors de la prochaine mission, donc, il nous accompagne. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas citer toutes les filières qui sont verdissables. Par exemple, vous voyez, on parle d'ouvriers qualifiés en espace vert. Voilà, donc l'espace vert, une fois qu'on fait une taille ou bien on fait la tente de la pelouse, mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que ça arrête là? Ou bien il y a moyen de transformer ces déchets en ressources? Et c'est l'échange qu'on va avoir avec nos amis du Maroc. Alors on arrive à un autre projet, donc on passe du coq à l'âne, hein, donc on est dans l'insertion, et là on parle avec des doctorants. Donc on arrive à l'université et on rentre par la grande porte de l'université Qadiriyat. Et l'université Qadiriyat, comme vous le savez, c'est quasiment une des meilleures universités au Maroc. Donc c'est la Smart Université en ligne parce qu'il se positionne sur tout ce qui est numérique. Alors vous posez la question, d'ailleurs, rien que pour ça, je voulais découvrir les chiffres, parce que c'est là dans cette université, le nombre d'étudiants, c'est 100 000 étudiants. Donc la ville de Mons, chaque citoyen, il va à l'école. Cette université, elle souffre de son succès, étant donné qu'elle forme des jeunes diplômés, des gens qui ont eu le bac. Donc il y a une partie qui est sélective, parce qu'il y a des examens pour les écoles des ingénieurs. Donc il y a des examens, ça reste sélectif, et alors il y a un accompagnement qui, on pourrait dire, contrôlé, mais vous avez l'université sans examen d'entrée. Et là, c'est la totale. Donc là, il y a tout le monde qui vient. Voilà. Voilà, non, après. Voilà, donc on dit que l'étudiant est l'élément vulnérable. Il y a une massification d'effectifs, vous savez, que je parle de 100 000 étudiants. Ils sont passés de 29 000 inscrits en 2011 à 100 000 à l'entrée de 2017. Vous imaginez l'augmentation, c'est quasiment exponentiel, M. Brochon. 29 000 à 100 000 à l'entrée 2017. Et alors, les perspectives, qu'en 2020, ils vont passer à 120 000. Ça veut dire un étudiant pardon, 3 étudiants par place physique. Donc ça veut dire qu'il y a un souci. Et c'est ça qu'ils nous ont appris à l'école quand on parle, par exemple, d'être créatif. C'est quoi la créativité? Et la définition, c'est devant un problème bien posé, c'est trouver une solution efficace et originale, et c'est ce qu'ils ont fait, nos amis marocains.
devant la difficulté, devant ce contexte-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va saboter, on va faire les examens d'entrée dès le départ, on fait le numerus clausus comme on fait à l'université de médecine ici en Belgique, et on limite. Il n'y aura que les personnes qui ont le potentiel et quelque part favorisé, qui peuvent accéder à l'enseignement, ou bien on va trouver une solution, peut-être qui n'est pas la meilleure, mais au moins donner la chance, on parlait de droits de l'homme, la chance à l'émancipation de tout étudiant, et je pense qu'ils étaient aussi dans cette idée-là. Ce n'est pas dit que c'est la solution, mais en tout cas, je préfère cette solution de donner chacun la chance et en même temps qu'il ne va pas rester dans le circuit parallèle, parce qu'une fois qu'il n'est pas à l'école, où est-ce qu'on va le retrouver? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit, une fois qu'on ferme une usine, on construit une prison. D'ailleurs, c'était le cas de Clavec, apparemment. Ils ont dit, oh, on a fermé, on a construit la prison. Donc, ici, ils ont une solution. Donc la solution, ils voulaient tendre vers le numérique. Peut-être que ce n'est pas la solution idéale, mais en tout cas, une des solutions. Donc, l'UQA, donc l'université qadirienne, il se place dans l'ère du numérique. Ils savent qu'il n'y a pas un endroit aujourd'hui où il n'y a pas un smartphone, où il n'y a pas un ordinateur. Donc la solution, comment développer du contenu numérique et donner la chance à des personnes qui ne peuvent pas être assurées en présentiel, mais qui pouvaient suivre les cours à distance. Ceci oblige beaucoup d'investissements. Et c'était aussi un avantage pour le Maroc. Parce que quand on parle de ça, ça veut dire le débit, il est énorme. Donc là, on oublie les câbles de cuivre. Hein. Donc les RG45, M. Léon, ça ne marchera plus. Donc ça sera que de la fibre. Et donc ils sont dans cette démarche-là d'installer un peu la fibre optique partout pour assurer, je dirais, le débit. Parce que au niveau de l'enseignement, elle est c'est une obligation. Donc comme ils sont devant une génération connectée, donc au moins ça permet. Je partage pour les gens qui disent que ce n'est pas la solution. Hein, donc les gens qui disent que ce n'est pas la solution, je partage. Mais je dis que c'est un canon supplémentaire qui permet à d'autres personnes d'apprendre et apprendre autrement. On verra après dans la suite avec leurs statistiques, est-ce que ça répond vraiment aux besoins ou pas. Donc qu'est-ce qu'ils voulaient voir avec droit et devoir dans cette histoire-là? Donc c'est pour ça qu'on pourrait poser la question, qu'est-ce que l'université cherche? Donc eux, ils ont déjà développé ce qu'on appelle des MOOC, donc ça c'est des cours qui se donnent en ligne par des vidéos. Donc voilà, ils ont déjà initié une plateforme, mais cette plateforme ne leur suffit pas. Et alors ils ont travaillé sur le savoir. Et ce qui les intéressait chez nous, c'est travailler plutôt sur le savoir comportemental. Sur les compétences comportementales, c'est les soft skills. En fait, c'est ce qui les intéresse. Et quand on a exposé notre, je dirais, méthode, les 4D.1 que je disais tout à l'heure, ils étaient intéressés pour développer ensemble quelques modules qui sont orientés vers le développement humain. Et là, je crois qu'on a une ressource au sein du conseil d'administration. Pour cela, je ne me fais aucun complexe. Je pense qu'on va rentrer par la grande porte. Donc, voilà, il y a une demande là. Et je pense que droit et devoir, il peut apporter aussi l'expertise via nos partenaires pour le Maroc. Et il y a aussi tout le côté que le forum va assurer, c'est la formation des formateurs. Parce que le formateur aujourd'hui, s'il reste sur sa méthodologie classique, je pense que c'est un peu problématique. Parce que maintenant, on demande plus, étant donné la massification de l'effectif, on n'est plus dans la logique d'un amphi, mais on veut des classes avec des interactions. Ils veulent vraiment des classes avec interaction, et surtout par exemple par rapport au TP, des choses comme ça, donc c'est compliqué. Mais ça, on a assisté à 2 labos qui se font à distance de l'université qadirienne. Donc comment les jeunes suivent des manipulations de chez eux et voir un peu comment le professeur explique et comment eux, ils font ça de leur maison en fait. Voilà. Voilà, donc ça c'est ça qui définit un peu la coopération
dans ces deux projets-là. Donc le projet avec l'Office de formation, la formation professionnelle, la promotion de travail, c'est pour verdir certaines filières et développer je dirais, du contenu par rapport à des métiers verts. Et le deuxième, ça sera comment former les formateurs, je dirais, à la nouvelle technologie de l'information et de la communication, donc au niveau NTIC. Et on a un produit ici en Belgique qui fonctionne très très bien. C'est le plan mobilisateur de technologie de l'information et de la communication qui est développé par l'Université de Liège. Et ça aussi, c'est un élément pour, je dirais, initier les personnes d'abord à rentrer par le numérique. Il y a le forum, comme je disais, donc ils vont former les formateurs. Donc il y a FormaForm, pour ceux qui connaissent cette structure-là. Donc ça, c'est une ASBL qui est liée au forum. Et là, ils vont venir nous accompagner aussi pour tout le travail sur l'innovation pédagogique, comment scénariser je dirais, le contenu et comment le mettre en ligne. Et maintenant, la plateforme qui est choisie, c'est le OpenEDX. Donc ça, c'est une plateforme numérique qui a été développée par MIT, donc pour l'université MIT, tout le monde connaît cette grande université, et Harvard et Google. Et donc l'orientation va aller sur le travail sur cette plateforme. Et nous, on va accompagner nos collègues marocains sur le développement de leur, je dirais, connaissances et apprentissage par rapport à ça. Voilà, merci.